Bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver sur T18, vous le savez maintenant. Chaque semaine, on va décrypter ensemble ce monde des médias en pleine révolution. Au sommaire de cette 6e émission, il met les petits plats dans les grands, mais surtout en équilibre, et cela depuis 17 ans maintenant sur TF1. Laurent Mariotte, le défenseur du terroir, sera l'invité de Pure Média L'Hebdo aujourd'hui. Et en ce dimanche, où nous célébrons le droit des femmes, nous parlerons de celles qui font l'actu média de 2026 et nous recevrons Agathe Le Caron. Elle présente Bel et Bien sur France 2 et puis elle cumule aussi à elle seule 4 podcasts. Info, décryptage, Pure Média L'Hebdo, c'est maintenant. Bienvenue sur T18, mais également sur Pure Média, le site de référence de l'actu des médias. Merci à vous surtout d'être fidèles au rendez-vous. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux, #Pure Média. Chaque semaine, un journaliste expert média à mes côtés. Cette semaine, c'est Eva Rock. Bonjour Eva. Bonjour Virginie. Eva Rock de France Inter. J'adore vous anoblir, ma chère Eva. Merci beaucoup. Vous le méritez grandement. Et notre premier invité cette semaine, c'est Laurent Mariotte. Bonjour Laurent. Bonjour Virginie. Bonjour Eva. Bonjour Laurent. Merci à vous d'être dans Pure Média L'Hebdo. Quand je vous vois, Laurent, j'ai faim. C'est vrai, c'est bon signe. Tant mieux. Ça va. Tant mieux. Je sais, cette phrase, elle était limite. Hein. Oui, c'était limite. Mais j'assumais complètement. Mais il faut assumer. Ouais, c'est les petits plats. C'est les journées des droits de la femme, vous avez tous les droits. Donc, Oh, j'adore, mais vous savez, moi, je les prends souvent, les droits. J'espère bien, vous avez bien raison. Cher Laurent, l'amoureux du terroir, et comme je vous comprends, vous vous diversifiez sur tous les plans. Un nouveau magazine, vous faites aussi, vous écrivez des livres. Le magazine, il a 4 ans. Hein. Ouais, oui, c'est vrai, une nouvelle édition. Oui, voilà, un nouveau numéro. Oui, c'est vrai, pas 4 ans, vous avez raison. Vous allez sur YouTube aussi, effectivement, on va en parler. Et vous cartonnez surtout tous les jours avec ça. Regardez. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Mardi Gras. Eh bien je vais vous faire une recette que ma grand-mère me faisait enfant. Ce sont les fameux beignets de carnaval. Une recette simple que vous pourrez refaire dès aujourd'hui à la maison. Regardez, 3 ingrédients, des pommes de terre, du lard et de la sauge. Et on va faire rôtir tout ça au four. Alors aujourd'hui au menu, l'endive du Nord qu'on appelle le chicon. Et puis regardez, un beau fromage qui est sur le point de disparaître, ce serait dommage. C'est le Pouligny Saint-Pierre, on va les réunir. 3,5 millions de téléspectateurs sur TF1, ça cartonne. Hein, oui, à 12h50 et puis 2,5 millions à 13h40 et on est le soir aussi, donc c'est vrai qu'en cumulé, ça. Vous les connaissez par cœur, vos audiences? Vous êtes vraiment très je les connais par cœur, non, mais on me les donne. Oui, c'est ça, c'est une pression quotidienne ou pas? Non, parce que c'est un programme court, mais on sait que ça participe quand même à une courbe qui est importante avant le journal de 13h. Donc si ça faisait baisser cette courbe, voilà, on serait moins copains, je pense. Ouais. 17 ans que ça dure et ça marche effectivement. Alors avant vous, il y en a eu d'autres. Il y a eu évidemment Raymond Oliver. Oui. Non, mais attendez, c'est les premiers. Maïté, quand même, Bien qui a sûr. été une référence aussi. Fantastique. Maïté. Et Michel Oliver, le fils de Raymond Oliver, oui, avec qui je suis ami, qui a 94 ans aujourd'hui, qui vit dans le Sud et qui est un homme exceptionnel, qui a vulgarisé, démocratisé la cuisine du quotidien dans les années 80 à la télé. Ouais. Donc plein d'autres depuis, évidemment. On pense à Cyril Lignac, à Oui. Etchebest, Christian aussi, Etchebest. Bref, oui. La cuisine à la télé, ça marche toujours encore. Oui, absolument, parce que je pense que les gens ont besoin de conseils et puis d'idées pour cuisiner au quotidien. Mais comme je dis toujours, il y a 2 styles d'émissions de cuisine à la télévision. Il y a celles qui font rêver, comme Top Chef avec des performances incroyables, et puis celles qui donnent envie de refaire la recette. Moi, je m'inscris vraiment dans cette thématique-là pour qu'on puisse refaire. C'est mon obsession, vous le voyez, avec peu d'ingrédients, des produits de saison. C'est l'ADN de Petits Plats en équilibre qu'on a mis en place avec TF1 depuis 17 ans. C'est beau parce qu'à l'époque, le produit de saison, il avait entre guillemets moins la cote qu'aujourd'hui. Hein. Oui, non, mais c'est vrai, c'est circuit court, produit de saison, mais c'est des plats assez simples finalement à refaire chez soi. Moi, je vous suis, hein. J'essaie de les reproduire, alors peut-être pas aussi bien que vous, mais effectivement, c'est ça le but. C'est le but. Moi, je suis pas un chef, encore une fois, c'est vraiment la cuisine amateur du quotidien. On retrouve ensuite les recettes sur mon site internet avec les grammages et les déroulés, donc on peut vraiment les refaire à la maison. Mais vous avez évolué au fil du temps, vous avez dû aussi vous faire à cette idée qu'on ne mange pas de la même manière, on ne s'alimente pas de la même manière, on n'achète pas aussi les mêmes produits. Et vous avez raison, c'est vrai, on mange moins de viande qu'avant, par exemple, beaucoup plus de légumineuses dans mes recettes, beaucoup plus de lentilles, de pois cassés, de pois chiches, des morceaux de poisson de pêche durable, c'est-à-dire qui sont abondants dans nos océans et dans nos mers, mais abordables également pour le portefeuille. C'est vrai qu'au début, je pouvais cuisiner du turbo, par exemple. Je ne vais plus le faire aujourd'hui. C'est un des poissons les plus chers, mais je ne vais plus le faire. Je vais faire du merlan, je vais faire du taco, du chinchard. Poissons de lac aussi, ouais. Oui, des poissons de lac aussi. Attention, les poissons de lac, ils peuvent être chers aussi. Hein. Il y a autre chose qui me semble qui a changé aussi dans les formats que vous proposez, c'est qu'on sent qu'il y a
qu'il y a un véritable enjeu pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'éducation à l'alimentation. Et puis aussi, vous mettez en avant, alors ça, dans tous les formats que vous proposez, les éleveurs, les agriculteurs, ceux qui font cette chaîne de l'alimentation. C'est-à-dire que vous l'avez totalement intégré dans vos discours et dans tous les formats que vous pouvez proposer. Vrai. Exactement, ça c'est très important pour moi. Alors, je suis fils et petit-fils de paysans, j'ai grandi à la campagne, élevé en partie par mes grands-parents et par ma mère. Donc, c'est-à-dire qu'on avait 3 potagers dans le village et que je passais mon temps avec eux dans les potagers. Donc, on était vraiment dans une cuisine de l'autosuffisance alimentaire pratiquement. Mais c'était naturel. Aujourd'hui, c'est presque très à la mode, mais pour nous, c'était naturel. C'était une cuisine de peu, hein. C'était une cuisine assez rustique en fait. Donc, oui, de peu, ça veut dire quoi? Il y avait quoi? Cuisine de peu, c'était le potager, c'était les œufs du poulailler, c'était le boucher ambulant qui passait une fois de temps en temps auprès duquel on achetait un bon steak, ou alors le poissonnier qui passait le vendredi, auquel ma grand-mère achetait du merlan. Donc c'était des choses très très simples. Donc oui, pour moi c'est très important de montrer ce qu'il y a derrière nos assiettes, donc notre agriculture, nos agricultures même on peut dire aujourd'hui. Alors Mariotte, on a décidé de s'arrêter sur votre carrière en 3 photos. Voilà. 3 photos, les voici. Ouais. Alors c'est complètement subjectif, hein. C'est nous qui les décidons, c'est nous qui choisissons. Oh. La première photo, la voici. Ah, voilà. ça c'est drôle. Ah oui, là, village dans les Vosges. Ouais, je viens d'en parler à l'instant. Ah oui, c'est marrant que vous ayez retrouvé ça parce que ça, c'est la maison de mes grands-parents dans laquelle j'ai grandi et que j'ai récupérée aujourd'hui, dans laquelle je fais une partie de mes livres et de mes magazines, absolument. C'est un village qui devait être classé village historique à l'époque, qui a un peu changé aujourd'hui, mais j'ai encore mes copains d'enfance qui sont paysans dans le village. Et cette maison-là, qui était la ferme de mes grands-parents, était tenue par mon arrière-grand-mère que je n'ai pas connue. C'était des paysans bistrotiers. Les paysans faisaient l'activité de bistrot en plus. C'est eux qui vous ont donné cette appétence pour justement la cuisine, le goût? C'est ma grand-mère, mais qui faisait, comme je vous dis, une cuisine rurale. Donc, ouais. Vous me dites, Eva, c'est vrai que je parle beaucoup des agriculteurs et des produits, mais parce que c'est surtout le produit qui m'a donné envie de cuisiner, en fait, et de faire simple avec le produit. Ouais. Deuxième photo. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous reconnaissez cette photo? Je suis en colonie de vacances. Presque. C'est Interville. Parce qu'on oublie. On oublie, vous avez fait Interville. Oui, en fait, cuisinier, c'est devenu sur le tard. Oui. Vous avez passé votre CAP assez tard. J'ai passé mon CAP après Interville, oui. Voilà, mais Interville, vous vous souvenez de cette époque-là? 98, absolument. Ça faisait 10 ans que j'étais animateur sur Canal J, avec là beaucoup de pédagogie aussi pour donner des idées aux enfants de loisirs, d'activités en dehors de la télévision. Et TF1 m'a appelé pour co-présenter Interville. Et franchement, c'était... Vous avez vu un peu? On était dans des arènes de 8000 personnes en direct. C'était un cirque, c'était le cirque Pinder qui se déplaçait. Il y avait alors on parle de cirque justement, avec les vachettes. Délire. Vous disiez que vous reveniez du salon de l'agriculture juste avant. Effectivement, les vaches n'y étaient plus. Ça vous fait bizarre de revoir ces images-là? C'est un très bon souvenir. C'est une amitié durable depuis avec Jean-Pierre Foucault, par exemple, parce qu'on se voit très très régulièrement, on est très amis. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est des liens d'une émission populaire, quoi. Moi, j'ai rencontré Guy Lux sur cette émission. Je le raccompagnais à l'hôtel parce qu'on changeait de ville tout le temps, donc il était perdu dans les villes et ne savait plus trop où on était. Donc je l'ai allé à l'hôtel et j'allais lui chercher un yaourt. Il y avait un rituel après l'émission à 1h du mat et il me racontait sa vie. Je vais te raconter comment j'ai découvert Coluche. Et pourquoi vous ne faites pas le nouveau Interville avec Nagui? Parce que je suis sur TF1. D'accord, c'est vrai, c'est une bonne raison. Je vais me taire la prochaine fois. C'est compliqué. Mais on peut imaginer la transversalité, mais il va falloir quand même négocier fermement. Là, il y avait un côté sportif parce que je montrais les jeux et les épreuves. Là. Allez, troisième photo, Laurent, pour retracer votre carrière. Voilà, on voit le logo d'Europe 1 qui s'affiche derrière. Alors, vous avez présenté une émission pendant des années, et vous avez quitté la station en 2025, il me semble. Est-ce que vous étiez en désaccord avec la ligne éditoriale? Non, la ligne éditoriale a beaucoup évolué, comme vous avez pu le remarquer. Effectivement, c'était encore une radio généraliste quand j'y étais, moi, Europe 1. Ça l'est plus? Ça l'est moins. Ça l'est moins. C'est une radio un peu comme CNews, dans la continuité, c'est des choix, mais il y a moins de programmes généralistes. Donc c'est vrai qu'à la place de mon émission, ils ont choisi de mettre une émission d'actu politique. Ils m'ont proposé de rester l'après-midi, mais c'est vrai que moi, je ne me voyais pas parler de gastronomie à 15h30, par exemple, le samedi. Et si vous voulez... La programmation n'était pas bonne. Quand on parle de programmation, donc c'est l'heure. Oui, surtout qu'on avait une grosse audience. On avait 800 000 auditeurs par numéro, donc c'était important. Donc moi j'aime bien aussi l'idée de me renouveler en fait. Et là je me lance. Pas généraliste, pourquoi? Parce qu'il faisait plus de cuisine? Parce que quoi? Enfin, je comprends pas le côté pas généraliste. Europe 1. Europe 1 devient une radio de plus en plus d'actu et d'infos quand même. Vous regardez les programmes. Ouais. Ça vous manque ou pas d'ailleurs la radio?
Non, ça me entendriez ou pas ça me manque pas parce que j'ai lancé un podcast là la semaine dernière et effectivement, je retrouve les joies et les plaisirs de créer de la conversation autour de la table, autour des souvenirs d'enfance, autour des goûts. Et je découvre quelque chose de très agréable avec les podcasts, c'est le temps long. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'on a du temps de s'exprimer, d'argumenter, de donner la parole sans couper, sans toujours devoir passer une chronique à autre chose. Et ça, c'est agréable, ouais. Eva. D'ailleurs, vous parlez du podcast, mais vous êtes une marque à vous tous, Laurent Mariotte, parce qu'il y a le podcast, il y a aussi tout ce que vous produisez comme format pour les réseaux sociaux. Je pense à YouTube et Instagram notamment, évidemment l'émission de télé, mais il y a aussi vos livres. Et puis il y a le magazine, le bimestriel, les petits plats de Laurent Mariotte. Ça vient de sortir, le nouveau numéro. Un reportage notamment à Bordeaux, comme on peut le voir sur votre couverture, et une enquête sur les cantines scolaires. Je me suis demandé, est-ce qu'avec le temps, vous devenez de plus en plus militant ? Oui, c'est vrai. Alors là, il y a un reportage à Bordeaux, mais là, c'est à Millau, dans l'Aveyron. Vous voyez, j'ai passé 3 jours dans l'Aveyron pour ce reportage et rencontrer aussi ceux qui fabriquent les produits pour la cantine, qui cultivent, qui élèvent. Donc oui, ce côté militant de l'assiette, il est très important, vous avez raison, surtout en ce qui concerne les cantines scolaires, parce qu'on a tous un rôle de citoyen à jouer pour que nos enfants mangent bien. Il y a une loi qui est plutôt bien foutue, qui s'appelle Egalim, qui n'est pas encore représentée partout, qui dit qu'il faut 50% de produits durables dans nos cantines scolaires et 20% de produits bio. On s'approche du bio, mais là, on a 60% de produits bio, par exemple, à Millau. Épinay-sur-Seine, pareil, énormément de bio, avec un prix fixe d'1,30 € par repas pour les ménages les plus modestes. Donc, c'est un vrai choix politique. Là, les municipales arrivent. Je vais vous demander, c'est un sujet politique, on est d'accord. Il y a une très bonne émission qui s'appelle Manger, c'est voter. C'est vraiment ça. Oui. Soyons citoyens avec notre carte bleue. Il y a 26% seulement des enfants qui finissent leur assiette à la cantine. Il n'y a pas assez de nuggets frites pour eux? Oui, alors il faut les éduquer. Il faut les éduquer, pas les forcer forcément à finir leur assiette, mais les forcer à manger de tout. Leur donner envie de manger de tout, mais ça se réduit justement. Là, c'est hallucinant. La cantine de Millau dans l'Aveyron, coquillettes de blé complet, donc c'est pas du sucre rapide, c'est quelque chose qui tient bien au corps. Une omelette faite par les dames que j'ai vues le matin même, et puis des fruits, enfin quelque chose de très équilibré, mais très simple. Et les enfants, je peux vous assurer que j'ai fait tout le repas avec eux, il n'y avait pas de gâchis, quoi. Ouais, donc, le bio leur fait mieux manger, en fait. Oui, et puis le fait sur place, parce qu'on a confié aussi cette restauration à des grands groupes. Donc là, on reprend le pouvoir avec des cuisiniers qui cuisinent sur place ou dans des grandes cuisines centrales qui livrent justement dans les cantines. Ouais. Laurent Mariotte est l'invité de Pure Média L'Hebdo aujourd'hui. Il y a Agathe Le Caron aussi qui va nous rejoindre dans quelques instants. Honneur aux femmes en ce 8 mars. Elles vont faire l'actu des médias ces prochains mois. Voici, regardez, les Pures Infos remixées par Thierry Desgéral. Alors que la France va voter dans une semaine pour les municipales, toutes les rédactions pensent déjà à... Une nouvelle candidature à la présidentielle. Est-ce que vous êtes candidat à cette primaire pour l'élection présidentielle? Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. C'est la saison des candidatures, est-ce qu'il faut ajouter la vôtre? Le bloc central se prépare pour la présidentielle. La présidentielle 2027, bien sûr. Sonia Mabrouk rejoint le groupe BFM RMC et France Télétravail à son offre avec la nouvelle chef du service politique Neila El Atrousse. Caroline Roux sans doute à la présentation, l'invité en majesté, des chroniqueurs qui interviendront sur des dossiers précis et pourquoi pas générique. L'heure de vérité version 2026, c'est pour bientôt. C'est la femme à suivre dans les prochains mois. Bonjour Céline Pigalle. Bonjour. Céline Pigalle, la nouvelle patronne de France Inter, elle remplace donc Adèle Van Rett. La nouvelle boss vient de l'Info, Europe 1, iTélé, BFM, ici l'ex-France Bleu. Elle prend juste son poste, devra repenser la matinale allongée, préparer la présidentielle après avoir affronté la commission d'enquête parlementaire. Il y avait eu quelques ajustements faits à la rentrée qui sans doute n'étaient pas tout à fait justes. Ils ont été réparés depuis et France Inter se porte magnifiquement bien. N'empêche qu'il faudra remonter néanmoins les audiences de la radio publique phare. Elle est partout. Bonsoir Léna Situation. Bonjour Léna Mafouf. Je m'appelle Léna Mafouf, mais sur Internet, tout le monde m'appelle Léna Situation. Sur le tapis rouge des Césars, en doc, en promo de son livre Encore mieux, paru en novembre dernier, Léna Situation, la créatrice de contenu la plus influente de France et femme d'affaires aussi. Ses millions d'abonnés attendent ses vlogs. Salut les gars. Et déguste son podcast Couch. J'espère que tu es bien assis sur le couch. Tim Burton, Rihanna, Anna Wintour, Théodora, toutes les stars passent sur son canapé rose. Ça agace parfois, mais c'est la créatrice de contenu à suivre encore dans les prochains mois. Voilà, je vais rendre l'antenne.
Elle a révolutionné l'industrie des médias. 52 minutes, c'est le temps passé en moyenne par les Français qui utilisent YouTube. Elle, c'est Justine Rist, c'est la patronne de YouTube France, 140 millions d'utilisateurs, des centaines de jeunes créateurs qu'elle supervise. Beaucoup de choses vont changer. En effet, le budget de l'État pour l'année 2026 a été adopté. Je dis qu'on allait recommencer un peu de temps en temps à couper les vlogs en deux, puisque comme ça vous en fait plus et c'est sympa. Et devant elle, le défi de l'IA, l'intelligence artificielle. Il y a quelques jours, l'autorité de la concurrence a pointé du doigt YouTube, mais également TikTok et Insta, pour demander plus de transparence aux créateurs de contenu, notamment sur le partage des revenus publicitaires. Enfin, elle sera la star de la Coupe du Monde de football, diffusée sur M6 du 11 juin au 19 juillet. Ça se déroulera, vous le savez, aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ophélie Meunier est la tête d'affiche de ce mondial, mais voilà sa crainte, subir la même chose que Vanessa Lemoigne sur Bein, victime de cyberharcèlement après la finale de la CAN 2025. Vous vous préparez à avoir des attaques? Je n'y échapperai pas, c'est certain. Ophélie Meunier aux avant-postes du mondial 2026 sur M6. Voilà les pures infos du chef Thierry Dagiral. On voyait Justine Rist sur les images, la patronne de YouTube France. Vous êtes sur YouTube, oui, justement, depuis la semaine dernière, oui. Avec un nouveau podcast et avec ça, extrait. Alors, on va parler du vrai poulet. Le voilà, le vrai poulet. Il vient de chez toi. Il a une jolie forme, déjà. Il arrive à maturité à quel âge, celui-ci? Alors, celui-là, il a exactement 110 jours. Voilà. 110 jours. 110 jours passés sur la ferme. Plus un poulet est gros, meilleur il est. C'est vrai ou c'est faux? J'aurais tendance à dire oui. Écoutez bien ce qui est écrit dans les nuggets. Préparation de viande de poulet traité en salaison. Préparation de viande de poulet. Donc ça veut dire qu'on récupère un peu les aponevroses des carcasses et les restes de chair, mais c'est plein de choses mélangées. Alors, c'est la magie aussi des émissions médias, c'est que c'est pas forcément le bon podcast, mais c'est pas grave, on le mettra sur Pure Média. Ça, c'est un podcast que j'ai fait qui s'appelait Avec ça, où je rencontre les artisans du goût, justement. Donc là, c'est un éleveur de volailles où on parle de la différence d'élevage, des modes d'élevage et du prix entre une volaille de batterie. Donc c'est bien ça, et avec ça, c'est le podcast. Oui, mais le nouveau s'appelle Boostify. Ah, c'est ça, vous parlez du nouveau, parce qu'on n'en avait pas encore parlé. Oui, voilà. Ah, mais ça, c'est l'info. Mais vous nous... Ah non, mais... Ah ben, je sais pas, vous me dites c'est le nouveau podcast. C'est la panique, Laurent Mariotte. Ben oui, alors annoncez effectivement votre nouveau podcast qui va arriver. Alors, il est arrivé la semaine dernière, ça s'appelle Boostify. Ouais. C'est une émission dans laquelle je reçois des personnalités qui se mettent à table avec moi et qui se racontent de leur goût de leur enfance à leur goût d'aujourd'hui. Et il y a un chef surprise qui vient faire une recette pour l'inviter par rapport à un ingrédient ou un produit que cette personnalité apprécie. Et je vais, tout au long de l'émission, déclocher des cloches sous lesquelles se trouvent des ingrédients qui ont vraiment des rapports avec l'invité. Et c'est l'occasion aussi de revenir sur des petits moments d'histoire et de se poser la question de ce que mangeait l'invité à cette époque-là. Alors que ce soit avec ça qu'on vient de voir à l'instant, ou alors avec Boostify, le nouveau podcast, et toutes les présences que vous avez effectivement sur les réseaux, à qui vous vous adressez précisément? Qu'est-ce que vous mettez en avant toujours? La convivialité, là, c'est vraiment l'art de recevoir des personnalités qui vont se confier. Là, j'ai fait un premier épisode avec Amélie Nothomb, il y a Joe Star, il y a Alain Ducasse, il va y avoir des ministres qui vont venir aussi, par exemple, parler d'alimentation. Donc l'idée, c'est encore une fois de dépasser l'assiette et de raconter ce qui se cache derrière. Et là, on est plus dans le souvenir, dans Boostify. Comment vous le financez, ces podcasts? Je les finance moi, en coproduisant avec une société qui s'appelle Influx, ouais. qui est une société qui fait le podcast Légende, par exemple. Donc voilà, c'est des coproductions. Ouais. D'accord. Laurent Mariotte, vous avez lancé donc votre rendez-vous sur TF1 la même année que le début de Top Chef qui revient pour débuter cette nouvelle saison sur M6. C'est l'image de la semaine. Allez, c'est à vous, ma chère Eva. Et oui, c'était le 4 mars dernier, lancement de la 17e saison de Top Chef. Une saison intitulée Top Chef renverse la table, avec des nouveautés. On va oublier totalement les brigades pour une compétition vraiment individuelle. Le jury, lui, ne change pas. Il y a beaucoup de chefs invités tout au long de la saison. Mais surtout, la grande nouveauté, c'est Exit. Les cuisines, les fameuses cuisines de Top Chef. Les candidats vont changer de destination chaque semaine. Et ils ont découvert ça lors de la première émission. C'est perturbant d'être dans un bus pour commencer Top Chef. C'est pas trop où tu vas. Commencer Top Chef dans un bus, c'est vraiment inhabituel. Tout le monde se pose des questions. Ça promet des surprises.
Alors là, c'était pour Tignes, pour la première émission. On va aller voir aussi sur les plages du Touquet. On va aller voir également au château de Fontainebleau. Voilà, une destination par semaine. Et puis une petite exclue pour vous, Virginie. Ils et elles sont attendus aussi sur le plateau du tournage de Scène de ménage. Ils vont devoir sublimer le frigo des couples. À chaque duo, ce sera un plat différent. Ça pourra être un goûter pour enfants, comme ça pourrait être des produits industriels à réimaginer, à réinventer, comme on dit, ou des plateaux de produits, des produits fermiers à cuisiner également. Il va falloir épater à la fois le jury et les comédiens qui seront présents sur le plateau du tournage. Donc c'est un énorme défi pour les candidats. Mais Top Chef, c'est aussi un énorme défi pour M6, notamment en termes d'audience. La chaîne espère dépasser régulièrement les 2 millions de téléspectateurs tous les mercredis soirs. C'est le mercredi à 21h10. Vous regardez, Laurent, Top Chef? Ça m'arrive. Les émissions de concours. Ah bah, oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que ça fait un moment que ça dure, donc c'est un beau succès aussi. Hein. Un beau jury, voilà. Donc oui, quand je tombe dessus, je regarde. Mais c'est vrai qu'il y a un niveau de précision et d'excellence qui est assez impressionnant. Ouais. Vous avez envie aujourd'hui de proposer un gros prime sur TF1, un prime lié à la cuisine, à l'alimentation? Non, parce que franchement, le concours, on l'a exploré de toutes les facettes un peu entre les différentes chaînes. Il y en a un qui est sur TF1. Voilà, mais il y en a un qui est excellent, qui est Top Chef. Donc je pense pas qu'il y ait la place pour un autre concours aujourd'hui. Ouais. Peut-être qu'on fera quelque chose, une émission événementielle un jour, si on va jusqu'aux 20 ans de petits plans en équilibre. Voilà, donc voilà, c'est ce genre de choses peut-être. Allez, vous réagissez bien sûr sur les réseaux sociaux avec le hashtag Pure Média. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions à nos invités tout au long de l'émission. Pour cela, vous avez le site puremedia.com et les réseaux sociaux évidemment de Pure Média. Cette semaine, particulièrement, on a décidé de laisser tomber nos fiches questions téléspectateurs. En général, il y a 3 petits piments et vous choisissez. Question courte, réponse courte, cher Laurent. C'est quoi la recette que vous foirez à tous les coups? Que je foire à tous les coups. Ouais. Ça peut être de la pâtisserie quand c'est trop technique et trop précis. Ça, j'ai pas la patience. Le plat du dimanche à faire sans se lever à 8h. Ah, bah c'est le poulet. Voilà, j'ai un rituel de faire un poulet différent chaque dimanche. Quel dessert je peux faire si j'ai 30 minutes devant moi? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme dessert? Des fruits rôtis, j'aime ça beaucoup. Ou même une tarte fine aux pommes. En 25 minutes, c'est cuit. Paul Bocuse ou Thierry Marx? Paul Bocuse. Vous êtes plutôt 3 étoiles ou bouillon? Bouillon. Définitivement, c'est vrai ça? Oui, ah bah oui. Lequel des chefs animateurs vedettes n'y connaît vraiment rien en cuisine? Attention, la vérité. Aucun. Oh là là. Ah non, un chef. J'espérais au moins un petit peu de. Ah non, il y a du buzz pour. Mais... Même pas du buzz, c'est juste la vérité. Non, mais un chef qui n'y connaît rien en cuisine, j'en connais pas. Hein. Et une chanson peut-être que vous affectionnez particulièrement? En cuisine? Une chanson qui est liée à la cuisine. Moi, je pense à La maladie d'amour, par exemple, un truc lié à Michel Sardou. Oui, mais c'est une belle maladie. Ouais, c'est une belle maladie. Voilà. Je dis ça parce que vous êtes fan absolu de Michel Sardou. Je crois que vous avez fait même un duo ensemble. Non, on a fait un sketch pour la nuit des déprimes de mon camarade Raphaël Mézrahi. On l'adore, la nuit des déprimes. C'est tellement magique. D'ailleurs, et vous chantez Michel Sardou dans la rédaction, dans la salle de rédaction. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et en cuisinant, vous chantez ou pas? Je chante avec mon équipe entre les prises, absolument. Ah ouais. Oui. J'essaie de varier le répertoire, les pauvres. On a eu le chrono, mais on n'a pas eu le ding, donc Thierry Dagiral, franchement. Allez, avec ça, je voudrais vous faire réagir sur les talents qui cartonnent sur les réseaux sociaux. Et bien, notamment, et vous la suivez forcément, c'est Loulou Kitchen. Elle a plus de 2 millions d'abonnés sur Insta, 1,5 million sur TikTok. Voilà ce qu'elle fait, regardez. Non mais donnez-moi des légumes à manger tous les jours. Si c'est pour les manger avec une petite sauce au tahine et un beurre fondu pimenté, c'est exceptionnel. Vous prenez un demi-chou, vous le découpez en 4 et ensuite on le met sur une plaque à l'en four avec huile d'olive et sel. On le masse un petit peu et ça part pour 40 minutes. Vous mixez le tahine avec des cacahuètes, un peu de jus de citron et un fond d'eau chaude pour avoir un mélange bien lisse. Pour le beurre pimenté, on fait fondre le beurre qu'on vient verser sur le piment et l'ail. Et ensuite vous mettez un peu de tahine dans le fond d'une assiette, le chou, basilic frais, le beurre fondu et vous vous régalez. Énorme phénomène, Loulou. Ah oui, elle est super. Ah oui, je la suis. Et vous l'avez rencontrée? Je ne l'ai pas rencontrée, mais je vais peut-être la rencontrer bientôt. Ah bon? Pour le podcast, justement. Pour le podcast, vous l'invitez? Oui, c'est fait. Ouais. C'est fait, ça y est, elle a dit oui. Eh ben non, l'invitation est lancée. Maintenant, je sais qu'elle est à Marseille, qu'elle prend du temps là-bas, donc voilà, mais c'est très bien ce qu'elle fait. Ouais. Est-ce que l'avenir est là, selon vous, les influenceurs? Les réseaux sociaux? L'avenir, il est multiple, mais les réseaux sociaux comptent énormément. Et ce type d'influenceurs comme Loulou Kitchen qui font de la qualité, justement, avec de la pédagogie, avec des produits, et puis encore une fois, des recettes qu'on peut refaire facilement, c'est ça qui compte, en fait. C'est dans la manière de filmer aussi. Hein. Ouais. On glamourise quand même pas mal la cuisine, c'est très clippé. Oui, c'est bien, c'est efficace, c'est l'air du temps, ouais.
l'envers du décor n'est pas toujours très reluisant parce que les influenceurs, on parle en matière de gastronomie, mais c'est d'une façon générale, c'est aussi la nécessité de produire beaucoup de vidéos tous les jours, très vite, c'est une course au like, c'est aussi des commentaires qui sont laissés sous les vidéos et qui ne sont pas forcément très agréables. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes sensible aux commentaires qu'on laisse sous vos recettes? Oui, je les regarde. Parce que j'en vois même, par exemple, ça m'a fait rire, mais il y en a un qui râlait parce que vous cuisiniez du poireau, par exemple. Oui, c'est ça. Oui, bon, alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas grave, vous voyez. Mais justement, je soutiens les producteurs de poireaux parce qu'avec la douceur de l'hiver, on avait beaucoup de récoltes de poireaux et on a pu les vendre à prix coûtant dans plein d'enseignes. Donc, je fais des recettes autour du poireau. Ouais. Mais est-ce que ces commentaires-là, alors pas celui du poireau en l'occurrence, mais est-ce que vous y faites attention? Est-ce que ça peut vous blesser parfois ou pas? Ça peut blesser si c'est de nombreux commentaires sur le même sujet. Mais si c'est un par-ci, par-là, franchement, non. C'est le bistrot du commerce, hein, donc voilà, tout le monde donne son avis. Mais voilà, c'est la règle du jeu hein, des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez eu, par exemple, des commentaires un peu virulents parce que vous aviez transformé une recette classique Ça, oui. Ouais. Ah bah alors ça, dès que je m'amuse à transformer ou à revisiter une recette, et ça je le sais, et je le dis même à la télévision, ne m'écrivez pas, je sais que je vais me faire engueuler et tout ça, mais ça m'amuse parce que justement ça montre que les téléspectateurs sont très attachés à leur terroir et à leurs recettes régionales et à leurs traditions. Et ça c'est très bon signe. Mais pourquoi on ne fait pas le même reproche au grand chef? Pour autant, il les revisite de la même manière. C'est quoi, c'est la télé qui fait ça? Oui, c'est la loupe de la télé, bien sûr. Ouais. Et puis c'est une grosse exposition quand même. Hein. TF1, parfois je peux passer 5 fois par jour, donc c'est vrai que c'est beaucoup, oui. Aller sur les podcasts, aller sur YouTube, c'était aussi aller chercher les plus jeunes? Oui, mais c'est surtout, j'aime bien faire des choses différentes et des formats différents. Moi, j'ai commencé la télévision, j'avais 20 ans à Canal J, c'était les débuts du câble. Ensuite, il y a eu le satellite, je suis allé sur TF1, j'ai fait de la radio, je fais de la presse écrite. Donc, c'est d'avoir des supports différents qui me plaît. Voilà, je trouve ça très, très rajeunissant aussi pour soi, en fait. C'est ça qui est chouette. Et comme je vous dis, YouTube, dans Boostify, j'ai du temps long et j'ai des confidences. Amélie Nothomb m'a parlé de choses concernant ses troubles alimentaires, par exemple, sur le ton vraiment d'une confidence. Joe Star va faire presque des révélations sur son séjour en prison et son rapport à la cuisine. C'est des choses que j'ai pas entendues ailleurs, par exemple. Vous voyez, donc c'est ça aussi. La table, elle permet, avec le YouTube et le podcast, d'avoir plus de temps. Oui, c'est le côté engagé dont parlait effectivement Eva, quoi. Le fait de parler de la société à travers l'assiette. Exactement. Vous parlez tout le temps. Les réactions sur Pure Média l'hebdo, version Poirot peut-être, en l'occurrence, il y en aura pas mal. Laurent Maria, je vous propose à présent d'accueillir une animatrice populaire dans le bon sens du terme. C'est une femme qui parle aux femmes en cette journée du 8 mars. Tous les matins, elle présente Bel et Bien sur France 2. Regardez, ça ressemble à ça. En 2024, grâce ou à cause des téléphones, on était 5 milliards à utiliser les réseaux sociaux et près de 9 adultes sur 10 s'y connectent chaque jour. En moyenne, 2 heures, selon l'OMS. Elios, est-ce que quand on lit ces chiffres, on ne se dit pas que c'est devenu vraiment le sujet de santé publique? On reçoit tout de suite un maître pastier. Il est formateur en pâtes fraîches. Vous vous rendez compte, le métier de rêve, formateur en pâtes fraîches? Non mais attendez, pourquoi je fais de la télé? Oui, regardez, si vous montez ici, laissez comme vous faites, là et là, là on a la rotation. Là on voit qu'il y a une très bonne rotation, un patient qui a une capsulite qui est limité bien avant ça. On dirait un spectacle de majorette. Ouais. Magnifique. Je suis tellement contente que vous me disiez que j'ai une bonne rotation. Agathe Le Caron, bonjour. Et belle rotation ce 8 mars. Je m'auto-soule, Virginie. Mais non, pas du tout. Et joyeux anniversaire, ma chère, parce que c'est aujourd'hui. Et ça oui, vous bon va bien anniversaire. d'avoir 20 ans. Vous êtes Happy belle comme un birthday. cœur. Ouais. Et oui, Je suis pas peu fière d'être née un 8 mars, hein, quand même. Franchement, droit des femmes, la classe. Philippe Baillet qui nous a rejoint aussi. Merci d'être avec nous, Philippe, économiste des médias. Bel et bien, ça vous va comme un gant, ma chère Agathe. Vous êtes belle, vous êtes bien dans votre corps. Franchement, c'est rare les filles qui sont naturelles à l'antenne, non? Écoutez, en tout cas, je pense que c'est moderne. Aujourd'hui, les téléspectateurs... Moi, figée. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, la télé ne supporte plus les artifices, en fait. C'est plus possible de faire des... On se retrouve juste après ceci. Vous faites plus ça? Non, mais je l'ai fait Moi, très ça m'arrive longtemps. encore. Hein. Non, ça vous arrive pas du tout. Et en fait, je l'ai fait très longtemps, mais après, je ne m'en veux pas de l'avoir fait. C'est aussi parce que c'est quand même très compliqué de se présenter devant des centaines de milliers de personnes en étant soi. Il faut avoir une sacrée assurance que je n'avais pas. Mais elle vient avec le temps. Le naturel, en fait, il vient avec l'expérience aussi. Dans Bel et Bien, et on va embrasser Nathalie Cotet qui produit. Très fort. Vous parlez de santé mentale, donc bien dans son corps, mais aussi dans sa tête. C'est un sujet qui est plus que prégnant en ce moment.
qui est plus que prégnant, qui est essentiel. On est dans une société qui va mal. Et puis, pour parler de la jeunesse de l'émission, c'est vraiment une demande des téléspectateurs claire, c'est-à-dire qui date d'il y a 5 ans quand on a créé l'hebdo de Bel et Bien le samedi matin avec Ali Rébelli. C'est parce qu'on sentait qu'il y avait une véritable demande. La santé, c'est une chose, mais le bien-être, c'est-à-dire la prévention aussi, c'en est une autre et elle est incontournable aujourd'hui. À tel point que vous cumulez, hein, effectivement, quotidienne plus hebdo. Oui. Alors, c'est pas le même temps, Non. mais ça se rallonge un petit peu le samedi, mais ça marche super bien. Oui. Vous parlez de tous les sujets, à part, effectivement, vous venez de le dire, de santé. Ça, c'est chose gardée du magazine de la santé. C'est-à-dire que forcément, on est quand même dans des sujets un peu jumeaux. L'un ne va pas sans l'autre. Mais en revanche, oui, effectivement, si on veut parler vraiment des maladies, de la façon dont elles se traitent, etc., on laisse ça à Jimmy Mohamed. Nous, on est vraiment dans la prévention, le bien-être, le gai savoir. Il y a de la culture aussi. Par exemple, le samedi, la culture est un vecteur de bien-être essentiel. On en parle beaucoup avec Ali Rébelli, qui fait ça magnifiquement aussi à la radio. Et donc, effectivement, et puis il y a de la philosophie. Enfin, c'est du temps long, le samedi aussi. Les audiences, parlons-en. L'émission fait autour de 280 000 de spectateurs, téléspectateurs, on dit ça comme ça. Est-ce que vous êtes une stressée des audiences ? Alors, quand on a lancé Bel et Bien Ensemble, oui, forcément, parce qu'on a envie d'abord, on a envie que ce soit pérenne. Et donc, ça, c'est quand même le critère essentiel pour rester à la télévision, c'est qu'on soit regardé, parce que sinon, ça ne sert à rien. Oui, j'ai été un peu stressée. Maintenant, après une quotidienne, c'est un peu particulier, parce qu'un jour, on ne sait pas pourquoi, il y a une audience pourrie, et on se dit, pourtant, on n'a pas démérité. Le lendemain, on se dit, l'émission était un peu moyenne, on fait un carton. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Et vous dites que ça ne veut rien dire, finalement, les audiences sur une quotidienne ou pas ? Si, quand même. Il y a une tendance qu'il faut regarder. Vous rend malade ? Certains n'arrivent même pas à se lever. Oui, ça a pu me rendre malade. Mais en revanche, je pense que là, il faut vraiment regarder les moyennes. Là, ce que vous dites, 280 000, là, oui, c'est intéressant. Vous me diriez 50 000 alors que les maternelles faisaient beaucoup plus. Je me dirais, il y a quelque chose, il y a un rejet. Mais au jour le jour, c'est compliqué, sinon ça rend fou. En face, vous avez désormais Christophe Beaugrand sur TF1 avec Bonjour avec vous, à peu près le même nombre de D'un coup, on sort les griffes. Alors j'adore Christophe. Ça vous inquiète ou pas ? Critiquer, j'aimerais bien, mais... ça vous inquiète ou pas ? C'est-à-dire qu'on est passé quand même du téléachat à une émission qui marche très très bien avant, donc on s'est dit... Qui est portée quand même, qui a une super locomotive. Donc, Bruce Toussaint. Voilà, forcément c'est un sujet, mais force est de constater qu'en fait ça n'a pas changé grand-chose, que eux marchent très bien et donc c'est super, et nous ça n'a pas vraiment fragilisé notre écosystème, donc je pense que ça prouve qu'il y a de la place pour les deux, tant mieux comme on s'entend bien. En parlant de place et qui peut prendre la place de l'un et de l'autre, vous parliez des sujets santé. On a vu aussi le MAC de la santé, mais aussi les maternelles venir un peu grappiller sur vos sujets bien-être. Est-ce que ça peut vous agacer ou non, chacun fait son tout est lié en fait, tout est lié. Moi, par exemple, quand il a été question que je fasse Bel et Bien en quotidienne, après les maternelles, moi de toute façon, mes sujets sur France Télévisions, c'est la santé de la femme. On sait qu'on est beaucoup regardé par les femmes le matin, donc oui, bien sûr, tout est lié. Après, les maternelles, forcément, les sujets bébés, on va leur laisser un petit peu, mais dans le bien-être, il y a aussi le bien-être des parents que nous sommes, et donc forcément, on va parler aussi de l'éducation de temps en temps. On ne va pas faire des gros dossiers d'éducation, on laisse ça à Marie Portolano, et on ne va pas faire des gros dossiers sur le cancer du côlon. En revanche, on va laisser ça à Jimmy Mohamed. En revanche, on va quand même parler de nutrition parce qu'on sait que ça conditionne beaucoup l'arrivée des cancers potentiels. Donc forcément qu'on va avoir des terrains communs, mais je pense que quand même les 3 émissions sont très bien identifiées. Laurent, vous regardez les émissions comme Bel et Bien ? Laurent. Mais ça peut m'arriver, mais c'est pas des horaires pendant lesquels je suis devant la télé, pour être tout à fait honnête. Il nous fait une réponse mais en tout cas, politique, j'aime bien comment elle aborde ces sujets-là, justement, parce que c'est ça que j'aime, c'est qu'il y a de la pédagogie, du sourire, de la déconnade et un ton divertissant. Donc ça, j'aime beaucoup ça, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire passer les bons messages, justement. C'est le gai savoir, c'est un joli mot. C'est le gai savoir, il faut de la joie, parce que de toute façon, c'est un peu ce qui nous reste aujourd'hui dans notre société. On va tous mourir. Donc, Alors avant de mourir, justement, on va parler de vos podcasts, ma chère Agathe, mais aussi, parce que c'est une vraie seconde vie pour vous, un vrai business, effectivement, ces podcasts. Mais d'abord, on va résumer votre carrière en 3 photos. C'est un peu le jeu ici. Regardez cette première photo. Est-ce qu'elle vous parle ? Mon Dieu, quelle horreur. Mais comment ça, quelle horreur ? J'essaie de séduire un garçon qui met les blondes décolorées. Et donc, c'est une foirade. Alors ça, c'est sur RTL TVI. Exactement. On était très bien éclairés. En Belgique. Alors, est-ce que c'est un bon souvenir ou pas ?
C'est un peu mitigé, si je suis Ouais. très très honnête avec vous. En fait, je démarrais ma carrière, j'étais pas tellement en place, j'avais un petit problème d'estime de moi, j'essayais de ressembler à des personnes que je n'étais pas. Ça va mieux maintenant? Ah oui, oui. Ah, mais maintenant, flemme, quand même. Flemme. Mais, Donc à l'époque, c'était plus une torture, quoi. Ouais, c'était mon rêve de gosse de faire de la télé. Donc là, j'étais à la fois tellement fière et contente de pouvoir faire des émissions et en même temps, pas à ma juste place, justement très artificielle, pas naturelle. Enfin, ça l'est pas. Deuxième photo, regardez. Ah, le plateau. L'embellie. Eh ben oui, les maternelles, forcément une Oh là carrière là. comme ça. Regardez mes enfants. Mais oui. Oussem, Yasmine et Marie. Maternelle présentée entre 2016 et 2025. Une émission qui a vraiment marqué votre carrière, pour le coup. En fait, c'est le moment où, d'abord, j'ai fait une émission de contenu, ce qui était... Alors, il y a eu Les Cobayes avant, qui était une émission scientifique, qui déjà a quand même un peu changé ma vie. Avant ça, j'étais dans Top Chef. Et puisque vous en parliez tout à l'heure, moi, je suis passionnée de cuisine. Et Laurent le sait. Vous avez aimé justement cette période Top Chef? J'ai adoré Top Chef. Alors, en revanche, je ne servais strictement à rien dans l'émission. Vous avez l'impression d'être potiche un peu. Oui, mais c'est pas grave. Il n'était pas forcément la réalité, mais en tout cas, c'est l'impression que vous aviez. Non, mais c'est pas grave parce que c'est une émission qui est tellement formidable. J'étais à la fois. C'est le format qui prévaut. C'est le format qui prévaut, c'est normal, et j'étais spectatrice de ma propre émission. Ce qui n'est pas le cas sur les maternelles, en revanche. Là, vous êtes pris complètement à corps l'émission. Non, mais les maternelles. Vous l'avez incarnée. Non, mais les maternelles, c'est dur de la quitter. Ah oui. Ultra dur. C'est une émission où il y a tout. C'est une émission philosophique, politique. En fait, ce sont nos instincts grégaires dont on parle. Et puis, on parle surtout de la société avec ce prisme-là. Donc, oui, ça a été très difficile de quitter. Vous avez l'impression d'avoir été poussée un peu vers la sortie? Non, j'ai pas été poussée. Je me suis auto-poussée. Si je dois être vraiment très honnête, quand on prend cette émission, on sait qu'on n'en est que locataire. Et c'est bien normal. Donc, tous les ans, je me posais la question. J'ai commencé à en parler à France Télévisions en disant, est-ce que à un moment, ça serait pas bien. En fait, j'essayais de les tester un petit peu. Et puis, c'est vrai que je pense qu'il y avait un besoin de renouveau et que. Vous n'avez pas un peu de regret quand même quand vous voyez la suite? Il y a eu le triple saut périlleux, changement de chaîne de France 5 à France 4, changement d'incarnation, changement de format. Puis les audiences, clairement, ça n'a pas suivi. Oui, mais je pense qu'ils ont essayé. C'est vrai que quand même, à 19h, a priori, il y a plus de monde devant la télé. Donc, c'était pas totalement idiot de se dire on est sur une chaîne familiale. C'est une espèce de pont entre les dessins animés, le prime, etc. Donc, je vois bien la stratégie. Force est de constater que ça n'a pas été un succès. Après, l'émission revient finalement à la base. France 5, c'est sa chaîne de cœur. Mais du coup, puisque vous êtes sans langue de bois, l'émission, elle est plantée une fois pour toutes? Non, ou ça peut repartir? Ah non, j'y crois pas du tout. Non, j'y crois pas du tout. Je crois sincèrement. Vous croyez pas à quoi? Au fait que l'émission soit plantée. D'abord, je sais que les patrons de France Télévisions ont à cœur de pérenniser une émission qui est à ce point service public dans son ADN. C'est une émission qui est incontournable. Elle ne peut pas s'arrêter. Il y a des parents solos dans toute la France qui n'ont pas accès ni à des soins, ni à des conseils, ni à des modes d'emploi. Bien que je sois contre les modes d'emploi, c'est un autre sujet. Mais en revanche, d'avoir une espèce de structure, de cadre, grâce à une émission, grâce au service public, c'est incontournable. C'est impossible que cette émission s'arrête. Et je leur fais confiance pour ça. Après, effectivement, elle a été extrêmement fragilisée. Que je sois partie ou pas, je pense pas que ça ait fragilisé quoi que ce soit. Je crois sincèrement, mais vraiment au premier degré, qu'on est vite oublié dans ce métier et c'est bien normal, voilà. En revanche, voilà, il faut la placer correctement. Et... 3 photos pour résumer, entre guillemets. Résumer, c'est bon, un grand mot quand même, mais votre carrière, ma chère Agathe. 3e photo, regardez. Vous êtes sur MasterChef. Oui, c'est vrai. Alors, c'est trop bien. Eh oui. MasterChef, c'est vrai que l'émission n'a pas vraiment décollé, parce qu'elle est passée de TF1 à France Télévisions. Est-ce que c'était le bon lieu, la bonne chaîne France Télé pour faire ce genre de programme? Alors, puisque je ne fais pas de langue de bois, je pense que ça aurait pu être le bon lieu, mais qu'il y a eu une espèce de peur. C'est-à-dire que, encore une fois, quand c'est un format, c'est très compliqué de bousculer le format. Or, ma théorie, c'est que sur le service public, ce format-là, il doit être bousculé. C'est-à-dire que tout à coup, on doit beaucoup plus transmettre. On doit être dans le conseil, on doit être dans le pratique. Dans l'éducation, justement. Bien sûr. Et en fait, je l'entends, c'est compliqué. Il y a des réflexes de télé-réalité qui sont là parce que c'est un format qui cartonne dans le monde entier. Mais pour France 2, ça ne va pas. Ça ne pouvait pas marcher comme ça. Donc, voilà, peut-être qu'on s'est planté. Faute de quart, quoi. Faute de quart, et c'est dommage parce que je pense qu'il faut une émission de cuisine de grande envergure sur le service public, au même titre qu'il faut des émissions de santé, de parentalité et de bien-être. Il faut une émission de cuisine.
Et de médias. Allez-y, Et Eva. la vôtre, bien sûr. Allez-y, Elle doit rayonner. Non, mais quand je vois toutes ces photos qu'on a vues sur votre carrière, on sent bien qu'il y a la place de la femme aussi qui est questionnée, notamment dans les médias. Mais j'ai envie de dire que c'est à la fois, heureusement, ça va beaucoup mieux, mais malheureusement, il y a encore du boulot. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je retiens quand même que ça va beaucoup mieux. Moi, je me souviens qu'étant quand même une petite fille qui rêvait de télé et qui regardait les télés tout le temps, il y avait Annie Pujol et Pépita dans Pyramide qui apportaient le cadeau à la fin. Alors, en ce jour de 8 mars, on a du mal avec cette théorie. Non, mais c'était quand même fou. Ouais. C'est-à-dire que moi, mon modèle d'animatrice, c'était Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker. Donc, il y avait quand même... on a quand même bien progressé là-dessus. Ensuite... Pour moi, c'était induit que je ne pouvais pas présenter une émission seule quand j'ai démarré ce métier. J'avais forcément un homme âgé à mes côtés. Aujourd'hui, je suis quand même la patronne et j'ai des chroniqueurs garçons, donc je me dis on a quand même bien avancé. C'est vrai que Laurent, il y a beaucoup d'hommes quand même qui font de la cuisine. Oui, mais ah oui, pour la cuisine, mais elle est très moderne et elle a inventé un ton aussi. C'est ça qui est important, c'est d'avoir un ton, c'est de se démarquer par son propre ton et de ne pas faire du copier-coller, comme elle le disait Agathe tout à l'heure. J'ai bien fait de l'inviter, non ? Il est bien. Il est bien. Hein. Il est bien, j'adore ce qu'il fait. J'adore ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son mari. Ouais, exactement. Non, mais vous m'avez pas répondu sur la cuisine. C'était quoi la question ? Non, mais il y a quand même beaucoup d'émissions de cuisine faites par des hommes. Oui, absolument. Ouais, trop, non ? Oui, alors je là... vous déloge pas, hein. Non, mais vous avez raison. Nous, on adore, par exemple, cuisiner. Je ne sais pas si vous aimez cuisiner, Eva. Mais il y a eu Maïté, quand même. Mais vous êtes un homme. Oui, mais c'était il y a longtemps. Il y a Laurent. beaucoup de filles sur les réseaux. Sur les réseaux, ce sont beaucoup de filles quand même, je trouve. Mais oui, bien sûr qu'il y aurait la place pour que des filles fassent la cuisine à la télévision, évidemment. En tout cas, vous avez une nouvelle vie, si je puis dire, ou une autre vie sur les réseaux sociaux, justement, avec vos podcasts tous les deux, l'un et l'autre. Vous, Agathe, ce sont des podcasts alors à la fois sur l'amour, les ex, les reconstructions, les émotions, les tabous liés à la puberté et d'autres encore. On va regarder à quoi ça ressemble. Déjà, un extrait de « Est-ce que c'est grave ?» Et avant qu'on démarre, je voulais vous dire que si jamais vous vous sentez dépassé, si vous sentez qu'à un moment vous pourriez secouer votre enfant, laissez-le pleurer et isolez-vous. Aurélie, aujourd'hui, dans Est-ce que c'est grave de pas prendre ses repas avec ses enfants ? Ça paraît une question toute bête et pourtant on va comprendre à quel point c'est important. Oui, il y a plein de bienfaits, plein de vertus. C'est pas grave si on le fait pas tous les jours, évidemment. Alors là, c'est Est-ce que c'est grave, mais il y en a plein d'autres, des podcasts. Je crois que vous en avez 4 en tout, non, c'est ça ? J'en ai 4. Attends, la radio vous manquait En fait, c'est-à-dire que le podcast, j'allais dire c'est facile. C'est quand même assez facile. C'est-à-dire que ça me fait penser aux radios libres quand elles sont nées dans les années 80, où Jean-Paul Baudecroux enregistrait dans sa salle de bain. Moi, là, je suis assise par terre devant une table basse. Mais c'est parce que vous prenez le temps. Quand vous dites c'est facile, c'est une liberté de ton, c'est le temps qui est plus long. Non, mais c'est mon métier, donc c'est facile parce que c'est mon métier, parce que j'ai des petites notions techniques, etc. Ouais. Mais finalement, mettre un podcast sur une plateforme de podcast, tout le monde peut le faire. Et donc, dès que j'ai une idée, je la fais. Ça marche pas. Voilà. Et puis moi, je suis passionnée par les récits de vie. Et donc, mes podcasts, que ce soit les histoires d'amour ou Ex Vitro, sont des récits aussi de parcours. On va en parler dans un instant d'Ex Vitro, parce que c'est assez étonnant quand même, ce podcast. J'ai trouvé ça incroyable. Vous venez de créer votre chaîne YouTube. Oui. Et justement, les nouvelles youtubeuses, figurez-vous que c'est l'œil de Philippe Bailly. C'est bien fait la télé. Hein. Philippe, on parle de Sophie Davant, on parle de Faustine Bollard, Laurence Boccolini. Vous êtes déjà sur le mercato, en fait ? Oui, c'est un peu ça, mais pour une fois, ce n'est pas de passer d'une chaise à l'autre dont il est question. Écoutez. Après un long silence, Boc is back. Et ça se passe sur YouTube. Alors en Pas plus mal. de celles que vous avez citées, il y a Mireille Dumas, il y a Claire Chazal, il y a Laurence Boccolini, Valérie Damido. Les reines du micro partent à l'assaut de YouTube, mais c'est une reine du shopping qui les avait devancées. C'était dès 2009. YouTube avait 4 ans à l'époque. Écoutez. Bonjour, je suis Christina Cordula. Et la question du jour aujourd'hui, c'est le maillot de bain. Est-ce que je porte une pièce ou 2 pièces? Qu'est-ce qu'on aime, cette petite accent brésilien. Vous connaissez le style, hein. Oui, mais en même temps, c'est un peu le dilemme de celle qui arrive sur YouTube. Est-ce qu'on fait comme d'habitude? Est-ce qu'on reste dans le même rôle? Ou est-ce qu'on essaye de faire différent? Écoutez, par exemple, Élise Lucet. Bonjour à tous, bienvenue dans mon nouveau format YouTube. Je fais un peu JT là, non? Ça fait un peu genre... C'est très JT, mais c'est toi, sois toi-même. Alors le conseil, il est skinné Squeezie, la méga star de YouTube. Manifestement, Claire Chazal aussi a regardé Squeezie, ou elle en a discuté avec lui peut-être.
Nous sommes sur ma chaîne YouTube, si on peut dire. Je fais des recommandations culturelles, une par semaine, théâtre, cinéma, littérature, danse, musique. Mais c'est vrai que alors c'est vrai qu'elle est belle, Claire Chazal, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu surprenant quand même, ce qu'on peut voir. Oui, parfois ça peut être effectivement même un peu décoiffant. Nous, on va renifler des trucs avec des gens connus. Voilà, on va sniffer des choses, mais légales, hein. Attention, hein. Et ça va parler de parfums, de souvenirs, ça va être beau. Et c'est bien la même Laurence Boccolini, celle que vous connaissez, mais alors là, rien à voir avec le maillon faible. Et ces chaînes, Philippe, est-ce qu'elles font de l'audience ? Écoutez, plusieurs dizaines de milliers de vues par vidéo en moyenne, donc des audiences confortables et parfois des pics colossaux. 1 700 000 pour Squeezie chez Élise Lucet, 2 300 000 pour Océane au micro de Faustine Bollard, ou bien 600 000, plus de 600 000 pour Danny Boone quand il est allé chez Claire Chazal. On peut dire que c'est confortable. Donc il n'y a plus de plafond de verre en fait dans le digital, c'est fini ça. Alors côté YouTube, on dirait que ça a sauté. Clairement, les animatrices, les journalistes vont sur YouTube et elles y sont très bien, elles s'y développent. Il reste encore un petit village d'Astérix, c'est Twitch. Twitch, c'est la plateforme de streaming plutôt dédiée aux jeux vidéo au départ, pour faire streamer des parties, très masculin. Aujourd'hui, ça a dépassé cette fonction. On y croise aussi des Twitcheuses, mais pas encore parmi les animatrices ou les journalistes dont on a parlé précédemment. Pour parler de YouTube, comme dirait Philippe, Laurent, je vous voyais hocher de la tête quand Philippe faisait sa chronique. C'est vrai que vous avez souhaité vous démarquer justement de ce qui se faisait déjà. Comment vous êtes positionné ? J'ai un peu voulu récupérer les auditeurs qui étaient avec moi sur Europe 1, qui appréciaient la table des bons vivants, où on se mettait à table avec des personnalités qui se livraient sur des confidences. Donc c'est reproduire cet espace-là avec Boostify sur ma chaîne YouTube, effectivement, où on a le temps, je vous le disais, avec des happenings, des surprises et beaucoup de confidences en fait. Et il y a pas mal aussi de trucs et d'astuces parce que je délivre des recettes tout au long de la conversation. Être présent sur les réseaux sociaux, chaîne YouTube et autres, c'est aussi préparer l'après-télé. Oui, moi j'ai monté ma chaîne YouTube il y a un mois aussi, d'abord pour mettre tous mes contenus podcast. Je ne sais pas si c'est pour préparer l'après-télé, je pense que c'est totalement compatible, mais c'est vrai qu'on est dans un système aujourd'hui très segmenté et que donc soit on s'inscrit dans la vague, soit, après c'est un choix. Exactement. J'aurais pu rester faire mon émission, je suis déjà très bien servie, mais bon voilà. Vous avez mentionné le podcast Ex Vitro, qui est un podcast tout à fait étonnant sur les avancées scientifiques. Enfin, vous allez mieux le pitcher que moi, mais c'est vrai qu'on vous voit à la fois parler des ex, parler d'amour, parler d'enfance, de maternité. En fait, tout vous intéresse, quoi. Vous êtes à la fois psy et chercheur. Non, en fait, alors les sujets de santé quand même me passionnent en tant que grande hypocondriaque, mais ah vous aussi. Oh là là, mon Dieu. Ouais, c'est mais non, moi ce qui m'intéresse, c'est d'interroger. J'ai fait un peu de philo, mais d'interroger la notion de destin dans la vie. Tous mes podcasts se terminent bien. Pourtant, parfois, ce sont des sujets très très lourds, et donc ça m'intéresse de voir comment est-ce que, à cause d'un événement parfois très brutal dans une vie, on peut bifurquer. Et puis après, dans Ex Vitro, là par exemple, on voit Paola qui nous parle de la mucoviscidose, qui nous parle d'un nouveau traitement révolutionnaire qui tout à coup donne 40 ans d'espérance de vie supplémentaire aux malades. C'est une façon aussi d'informer et puis donner aussi un peu d'espoir. Donc voilà. La question, c'est est-ce que ça rapporte le podcast ? Est-ce que c'est un business comme un autre ? En fait, c'est un business qui est en train de s'organiser, je crois. Ça ne rapporte pas beaucoup d'argent à tout le monde. Moi, je fais partie des grandes privilégiées parce que j'ai des podcasts qui marchent très, très bien. Pourquoi ? Je pense parce qu'ils sont bons. Oh, you're fishing for compliments. Oh, I know. C'est le talent. Non, mais c'est vrai que moi, je gagne bien ma vie, honnêtement, avec les podcasts. Mais je sais que c'est très compliqué pour les autres. Mais je suis persuadée que c'est un marché qui va se développer. Il faut juste qu'effectivement, il s'organise. Aujourd'hui, je vois bien, par exemple, sur mes réseaux, les gens ne savent pas que c'est gratuit, ils ne savent pas qu'en fait, tout le monde peut accéder à un podcast sur n'importe quelle plateforme. Donc, voilà. Alors, donc, les podcasts, la télévision, et puis évidemment, ce livre qui vient de sortir, que vous venez de publier, Patiente Zéro, chez Robert Laffont. Vos émissions un peu boulimiques quand même. Aussi. Ouais, moi, en fait, dès que j'ai une idée, je la fais. Donc, voilà. Pareil, Laurent ? Oui, c'est ça. Moi, le magazine qu'on a lancé avec TF1, c'est l'idée de poursuivre justement sur le temps long, là aussi, d'aller à la rencontre des producteurs, des agriculteurs et des chefs dans les régions. On fait magazine, livre, podcast. Magazine, livre, podcast, oui, absolument. On a cette chance-là. Non, parce qu'on a la chance tous les deux d'avoir aussi des thématiques sur lesquelles on est très à l'aise et sur lesquelles on est légitime et sur lesquelles on a envie de faire de la pédagogie. Donc c'est ça qui compte aussi. Mais c'est pas du copier-coller, je veux dire, c'est quand même de l'inédit à chaque fois. Comment ? Je me déplace pour le magazine. Je me déplace
déplace uniquement Il se pour le déplace, magazine. monsieur, dame. Non, mais après vous avoir quitté, je prends un train et je vais en Haute-Savoie pour faire un reportage, justement, à la rencontre de producteurs de fromage. Oui. Alors, comme vous le savez maintenant, eh bien, dans chaque semaine dans Pure Média l'hebdo, nos conseils sur les programmes à ne surtout pas rater la semaine prochaine. Voici les purs recos de Thierry Dagiral. Trois recos cette semaine et pas une de plus. On commence avec ce documentaire mardi soir sur France 5. Il y a chez les parents, la sœur et les nièces aussi de Samuel Paty une grande détermination à l'approche du procès. Samuel Paty, Le temps de la justice, un film qui revient minutieusement sur le procès et surtout sur l'engrenage qui a conduit à l'assassinat du professeur en octobre 2020. Mais j'attends de voir en fait aussi ces accusés en vrai. Je veux les regarder droit dans les yeux. Et qui interroge aussi sur la haine en ligne et le rôle des réseaux sociaux à ne pas rater le 10 mars sur France 5. Côté plateforme, c'est à partir de mardi que vous pourrez découvrir ça. Tu ne seras jamais le roi des pirates. La saison 2 de One Piece sur Netflix, l'adaptation live action du manga le plus lu au monde. Un blockbuster d'aventure en haute mer, une histoire dingue de pirates et surtout un phénomène culturel qui rassemble des millions de passionnés. Je me suis jamais autant amusée de toute ma vie. Génial! Il paraît que la saison 3 est déjà en tournage. Enfin, jeudi soir prochain, le 12 mars. Les enfants, j'arrive. Dès 21h, soirée spéciale Élodie Pou sur M6. C'est l'humoriste qui cartonne et qui a rempli des salles entières. C'est la dernière de son spectacle, Le syndrome du papillon. Et ce sera en direct donc. S'il picole, bien sûr que ton frère boit. T'as vu comment il tremble? Tu lui files un marteau-piqueur, ça le stabilise. Et tout le reste de la soirée seront diffusés ses anciens spectacles. C'est la fin de notre émission. Il est temps de se dire au revoir. Merci beaucoup, Eva Rock, d'avoir participé encore à nouveau à Pure Média l'hebdo. Philippe Bailly, merci également. Laurent Mariotte, tous les jours sur TF1, les petits plats en équilibre. Et en kiosque, le tout dernier numéro de Petits plats de Dorian Mariotte. Et Agathe Le Caron, tous les jours sur France 2. Bel et bien, évidemment, le 9h55. Et le samedi, c'est 9h30, c'est ça, Agathe? Samedi, c'est 9h30. L'émission est en replay sur notre chaîne YouTube Pure Média et sur tedit.fr. Vos réactions sur le hashtag Pure Média, ce monde médiatique en pleine révolution. On continue à vous le raconter dès la semaine prochaine. Salut, salut!